Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le 20h de TFM. Dans l'actualité de ce mardi, le pain presque introuvable ce mardi. Le mot d'ordre de grève des professionnels de la baguette a été largement suivi. Nos équipes ont fait le constat à Dakar et en région. Affaire de trafic présumé de passeports diplomatiques, l'immunité parlementaire des députés Boubacar Biaye et Mamadou Sall levée ce mardi. Le vote a été soutenu par une large majorité. On vous explique tout dans un instant. À la une également, au sommet de la COP26 à Glasgow, le ministre Abdou Karim Sall plaide pour des mécanismes soutenables de financement de l'adaptation climatique. Plus de détails dans ce journal. Et puis, manque d'eau dans Dakar, les pénuries sont dues par une fuite. Le ministre Serigne Mbaye Thiam, ministre de l'eau et de l'assainissement, affirme tout de même que beaucoup d'efforts ont été faits par le gouvernement dans le secteur de l'hydraulique. Elle est plus que jamais la star matinale, la bonne baguette craquante, introuvable sur pratiquement tout le territoire aujourd'hui et sans doute ces 2 prochains jours. Une rareté causée par la grève de 72 heures décrétée par les boulangers. Vous allez le voir, le mot d'ordre a été bien suivi. Diafaraba, Lamine Fall. Au lendemain du mot d'ordre de grève décrété par la Fédération nationale des boulangers, et le rassemblement des boulangers du Sénégal d'arrêter la production de pain sur l'ensemble du territoire national, la décision semble être respectée. C'est en tout cas le constat fait à Ouakam. Il y a des boulangers qui sont en rupture, mais même si ce n'était pas le cas, donc nous aurions suivi le mot d'ordre comme à la lettre, comme il a été indiqué par la Fédération des boulangers et le regroupement des boulangers du Sénégal. Machines à l'arrêt, des casiers vides. Les boulangers semblent déterminés à ne pas produire du pain. Beaucoup de boulangeries sont en rupture de stock, oui. Mais même si tel n'était pas le cas, quand même, ils vont suivre le mot d'ordre. Parce que déjà, c'est une cause noble. Donc, et actuellement, le secteur de la boulangerie traverse des moments très difficiles. Donc, si on y ajoute donc, l'augmentation de la farine, donc, la situation ne sera plus invivable. C'est pourquoi nous avons décidé, avec ou sans farine, nous allons arrêter la production de baguettes pour 3 jours. Cependant, la grève n'est pas totalement suivie par certains boulangers. C'est à cause d'un manque de farine qu'on n'a pas pu produire de pain ce matin. Je ne peux pas aller en grève car je dois payer l'électricité et le loyer. Entre rareté de la farine sur le marché et respect du mot d'ordre de grève, le pain reste introuvable en cette journée du mercredi, au grand désespoir des populations. Et le pétrin n'a pas donc tourné ce matin en pas de pain. Retour au bon vieux fondé de l'Aurore. Vous allez le voir, les astuces n'ont pas manqué pour un petit déjeuner bien costaud. Illustration à Saint-Louis chez la famille Ndiaye, Ousseynou Diop, à Bipsec. L'ordre de grève de 3 jours des boulangers a été bien respecté. Ici, 98% des acteurs ont fermé leurs entreprises. Du 100%. Et jubilé à l'autre fédération, à Saint-Louis, à l'heure où j'ai eu les informations, on est à 98% défini le prix du pain. Et or que cet instrument est obsolète. Aujourd'hui, ce n'est pas de notre temps. Nous l'avons crié et décrié. Selon les vendeurs de pain, la situation est très difficile pour les Saint-Louisiens. Ils ont lancé un message à l'endroit du gouvernement pour la résolution définitive de ce problème. Il n'y a pas une seule baguette de pain dans le quartier. Vraiment, l'État doit faire quelque chose pour régler ce problème. Ici, la grève est bien suivie, mais les consommateurs n'ont pas dit leur dernier mot. Certains font recours à la bouillie de mil pour leur petit déjeuner. Ami Diop est vendeuse dans le quartier Gendar. Aujourd'hui, la tendance est la bouillie de mil parce que les consommateurs n'ont pas trouvé une seule baguette de pain. Il y avait beaucoup de personnes ici. Les clients m'ont obligé de produire encore beaucoup plus pour satisfaire tout le monde. Pour ce premier jour de grève des boulangers, il est difficile de trouver une baguette de pain dans les boutiques. Les consommateurs prônent des négociations sérieuses entre l'État et les différentes parties concernées
pour régler ce problème. Merci Ousseynou. Les plaintes sont récurrentes malgré KMS3, le déficit, voire la pénurie d'eau dans la capitale. Cette situation s'explique par des fuites constatées selon Serigne Mbaye Thiam. Néanmoins, le gouvernement a fait beaucoup d'efforts selon le ministre de l'eau et de l'assainissement pour régler définitivement ces manques d'eau à Dakar. Nous l'écoutons. Ce qu'on a eu dernièrement sur l'alimentation à nous sont des difficultés qui sont liées à des fuites qui ont été détectées sur ce qu'on appelle l'ALG3, qui est la conduite qui relie Keur Momar Sarr numéro 3, l'usine de Keur Momar Sarr numéro 3, pour l'alimentation en eau de Dakar. Il y a eu une fuite qui a été déclarée. Le temps de réparation a pris plus de 8 heures de temps. Et aussitôt après la réparation, on a détecté encore une autre fuite. Vous savez, quand on a construit Keur Momar Sarr numéro 3, c'est 216 km de tuyaux de canalisation qui quittent Keur Momar Sarr pour venir jusqu'à Thiès, jusqu'à Sébikotane. On ne peut pas dire qu'on n'est pas à l'abri de surprises. Surtout qu'on est dans la phase toujours de réception technique de l'usine. Les entreprises sont sur place et aussitôt que la fuite a été détectée, l'entreprise responsable de ce segment a déployé son équipe pour réparer cette fuite. Et pour réparer une fuite, il faut arrêter l'usine. Parce qu'on ne peut pas réparer une fuite d'eau, surtout pour des canalisations de 120 de 1200 à 1500, en ayant de l'eau dans la canalisation. C'est ça qui a expliqué ces difficultés. Tout autre chose, la coalition des acteurs de la pêche en croisade contre le pillage des ressources de la mer. Elle a installé une cellule à Nangansambou, c'est dans la région de Fatick. Objectif, mailler toutes les zones de pêche pour défendre les intérêts des pêcheurs du Sénégal. Nous voulons appeler tous nos frères pêcheurs à se réveiller de la situation que traverse notre chère mer. Parce que nous sommes des pêcheurs et nous n'aimons que la pêche. Et je l'ai dit tout à l'heure, comprendre CAP, c'est sauver la pêche. Parce qu'il y a des lobbies qui sont là depuis des années à piller nos ressources halieutiques, à exploiter la mer dans le désordre. Maintenant, nous voulons que tout ça s'arrête. Et ces lobbies-là vont jusqu'à utiliser nos compatriotes pêcheurs pour les influencer. Donc, il est temps que tout cela s'arrête. Nous lançons aussi un appel au président Macky Sall pour lui dire que nous, les pêcheurs, on a remarqué le bon travail que le ministre de la Pêche est en train de faire dans le secteur. Parce que si vous traversez la Bérane, plus de dizaines de bateaux stockés là-bas, et tout ça, c'est grâce au ministre qui leur a retiré leur licence pour pouvoir contrôler leur façon de pêche. Venons-en au sommet de la COP26 à Glasgow. Le ministre Abdou Karim Sall plaide pour des mécanismes soutenables de financement de l'adaptation climatique. Cette année, les attentes à l'égard de l'événement sont élevées. De quoi s'agit-il? Quels sont les enjeux et qu'attend l'Afrique de cet événement? Explication Daniel Diouf. La COP26, un sommet annuel qui réunit 197 nations pour discuter du changement climatique et de la manière dont les pays prévoient de le combattre. COP comme conférence, 26 pour dire la 26e réunion de ce type depuis l'entrée en vigueur du traité international signé par la quasi-totalité des pays et territoires du monde le 21 mars 1994. L'objectif, limiter l'impact de l'activité humaine sur le climat. Quelle est l'importance de la COP26? Elle est capitale. Avec ce 26e sommet, il s'agit d'examiner les progrès accomplis, s'il y en a eu, depuis la signature de l'accord de Paris sur le climat en 2015. Cet accord de Paris qui est le plan tactique de l'humanité pour éviter une catastrophe climatique. 1,5 degré Celsius, c'est la température que le réchauffement ne doit pas dépasser pour ne pas faire subir à la planète des changements irréversibles. À la COP21 de Paris, des objectifs clés ont été fixés pour éviter que le changement climatique ait des conséquences catastrophiques. Tous les signataires s'étaient engagés à réduire les gaz à effet de serre, à stimuler la production d'énergie renouvelable, à maintenir l'augmentation de la température mondiale bien en dessous de 2 degrés Celsius et engager des milliards de dollars pour aider les pays les plus pauvres à faire face aux conséquences du changement climatique. Qu'attend l'Afrique
de ce sommet sur le climat. Pour les pays africains, la question n'est pas de savoir comment réduire les émissions de carbone, mais comment faire face aux effets dévastateurs du changement climatique. Le continent noir, c'est moins de 4% du total mondial des émissions de carbone. Mais il est le plus vulnérable en termes d'impact du changement climatique selon l'ONU. Ses principales priorités, trouver des moyens de faire face au nombre croissant de catastrophes liées au climat et parvenir à un développement économique avec un minimum d'émissions de carbone. Ces deux objectifs nécessitent des fonds énormes que les pays africains ne peuvent se permettre. Une étude de l'ONU a estimé les besoins financiers de l'Afrique subsaharienne à environ 50 milliards de dollars par an, soit quelques 28 000 milliards de francs CFA pour l'adaptation au changement climatique d'ici 2050. Seulement, la mauvaise gouvernance et la corruption dans certains pays pauvres font craindre une utilisation inefficace des fonds climatiques. Pour rappel, la COP21 se tient à Glasgow, en Écosse, depuis le 1er jusqu'au 12 novembre. Merci Daniel. Un système d'information géographique en vue pour une meilleure connaissance des inondations, une composante essentielle du programme décennal de gestion des inondations selon le ministre de l'Eau et de l'Assainissement. Le programme est financé par l'agence l'AFD à hauteur de 10 milliards de francs CFA. Fadmintou Cherch Diop et Mohamed Dieng. Les inondations, un casse-tête pour l'État du Sénégal. Vite, il faut régler le problème. Parmi les solutions, la mise en place de modèles numériques de terrain. Qui est le projet de gestion intégrée des inondations au Sénégal, qui est d'un montant de 15 millions d'euros, environ 10 milliards de francs CFA, qui est financé par le Fonds vert pour le climat. Lorsque nous avons lancé le programme décennal de gestion des inondations, il y avait un volet, une composante, meilleure connaissance du risque d'inondation pour anticiper et avoir un dispositif d'alerte. Et nous allons, au terme de ce travail, avoir un modèle numérique de terrain. Il permet de détecter à temps les zones inondables. Toute l'étendue du territoire est concernée, mais il y a des zones prioritaires. Sur le territoire national, qui va permettre d'identifier les bassins versants, les zones d'écoulement d'eau, les temps peut-être de submersion. Et ce modèle numérique de terrain qui aura une précision de 2 mètres à peu près va être déployé et détaillé dans 7 zones prioritaires. Une des zones prioritaires, ça va être le triangle Dakar, Thiès et Mbour. En plus de cela, ce qui est important, c'est que les données qui seront produites seront mises à la disposition des institutionnels. C'est une durée de 30 mois, donc qui va être terminée en 2024. Des milliards déboursés pour la réalisation. Un espoir pour des populations condamnées à cohabiter avec les eaux, parfois toute l'année. Et par rapport à la pénurie d'eau constatée souvent à Dakar, selon le ministre Serigne Mbaye Thiam, cette situation est due à une fuite constatée. 11 tonnes de produits alimentaires et de médicaments impropres à la consommation saisis par la sous-brigade d'hygiène de Joal en 2021. Cette quantité incinérée ce matin est évaluée à plus de 9 millions de francs CFA. Écoutons là-dessus le capitaine Idriss Ndiaye, chef service de la brigade régionale des services d'hygiène de Thiès. Il est au micro de notre équipe Hambourg. Produit donc d'une valeur pratiquement de 9 millions de francs CFA, donc pour 11 tonnes qu'on a eu à recenser dans ce lot. Donc l'ensemble des produits est assez divers. Donc il y a des produits qui ont atteint leur date limite de consommation, ce qu'on appelle des produits périmés, mais également il y a un lot important de médicaments, ce qu'on appelle les médicaments de la rue. Donc l'autre raison de notre visite aussi, c'est vraiment d'encadrer les agents d'hygiène, donc dans le respect des bonnes pratiques de contrôle des établissements recevant des publics. Donc c'est une manière aussi de vulgariser le code de l'hygiène, parce que c'est des agents qui sont munis de ce code, la loi 83/71, donc qui leur permettent d'accès
leurs interventions au niveau de ces établissements sur 3 aspects. Donc le premier aspect, c'est de voir l'hygiène du personnel. Donc ce qu'ils attestent, c'est vraiment la visite médicale. Donc l'autre axe sur lequel ils vont s'accentuer, c'est l'état des produits. Donc ils vont voir l'aspect des produits, la date de péremption, pour pouvoir les retirer aussi de la vente. Et puis retour sur le drame de Sacré-Cœur, le mal-être d'un homme qui s'est transmué en une tragédie familiale. Cette affaire jette une lumière crue sur les cas de suicide au Sénégal. L'air de rien, 915 cas sont enregistrés chaque année chez nous. Voyons tout cela avec ce récit de Fatih Dieng. Chaque année, 800 000 personnes dans le monde mettent fin à leur vie selon un rapport de l'OMS publié en 2019. Des chiffres alarmants, le Sénégal enregistre une grande part avec 915 cas. Une tragédie qui touche de nombreuses familles au Sénégal. L'intoxication volontaire, la pendaison, le suicide par précipitation dans un puits, l'immolation par le feu sont des formes fréquentes. Le plus souvent, les signes précurseurs ne sont pas détectés. À cela s'ajoute le manque de structures spécialisées dans la prise en charge de la santé mentale. Le dernier cas noté, celui du chirurgien dentiste Falla Paye, qui s'est donné la mort après avoir tué ses 3 enfants. Merci Fatih. L'autre grand titre de cette édition, 84 voix pour, 0 contre. Les députés ont voté la levée de l'immunité parlementaire des parlementaires Boubacar Biaye et El Hadj Mamadou Sall. Ces 2 députés, vous le savez, sont cités dans l'affaire de trafic présumé de passeports diplomatiques. Mamadou Fall. L'Assemblée nationale a bouclé sa mission en procédant à la levée de l'immunité parlementaire des 2 députés cités dans une affaire de trafic de visa, El Hadj Mamadou Sall et Boubacar Williambo Biaye du groupe parlementaire de Benno Bokk Yakaar peuvent être désormais livrés à la justice. L'Assemblée s'est réunie aujourd'hui, donc 84 députés ont voté pour, 0 contre et 2 abstentions. C'est pour dire que une écrasante majorité des parlementaires présents a opté pour la levée de l'immunité parlementaire. Donc, pour ce qui concerne l'Assemblée, son travail est terminé aujourd'hui. Maintenant, la balle est dans le camp de la justice. Une procédure judiciaire qui se poursuivra avec plusieurs options. On va faire un réquisitoire supplétif pour que ces 2 députés-là soient insérés dans la procédure. À partir de ce moment-là, le juge d'instruction a 2 possibilités. Il peut les convoquer directement, les inculper et après les auditionner dans le fond du dossier. Le juge d'instruction a également la possibilité de donner une délégation judiciaire à la division des investigations criminelles qui avait mené l'enquête préliminaire. À partir de ce moment-là, la DIC va convoquer les 2 députés, va les auditionner à l'enquête préliminaire, va transmettre les procédures de l'enquête préliminaire au juge d'instruction en charge du dossier, et s'il doit y avoir inculpation, ils seront inculpés. S'il doit y avoir placement sous mandat de dépôt, il pourra les placer sous mandat de dépôt ou bien les placer sous contrôle judiciaire, suivant la demande du procureur de la République. La levée de l'immunité parlementaire des 2 députés était une requête du procureur de la justice. Aujourd'hui, les Sénégalais auront le cœur net sur la culpabilité ou non. Et certains députés se sont abstenus à l'image du libéral Toussaint Manga. Selon Aïmerou Nying et Serine Cheikh Mbacké, leurs collègues parlementaires ont désormais l'occasion de s'expliquer devant la justice. J'ai toujours décrié la légèreté avec laquelle on lève l'immunité parlementaire des députés. Pour moi, avant de lever l'immunité parlementaire d'un collègue, il faut avoir la teneur du fond de dossier, savoir réellement pourquoi je dois voter pour lever l'immunité et pourquoi je ne dois pas voter pour la levée de l'immunité. Comme je l'ai toujours décrié avec les cas de lever l'immunité parlementaire avec les députés de l'opposition, je réitère encore mon cri de cœur. La fonction de député est une fonction sacrée. Et nous avons eu aussi, pour ces 2 cas, des dossiers que la justice nous a transmis. Et nous étions arrivés à la conclusion qu'il fallait lever leur immunité parlementaire pour leur permettre justement d'aller s'expliquer devant les juridictions. Nous ne faisons jamais de gaieté de cœur. Vous savez que le député soit de l'opposition, qu'il soit des non-inscrits, qu'il soit de la majorité, c'est des collègues. Et on ne lève pas l'immunité parlementaire d'un collègue de gaieté de cœur. Mais quand le fonctionnement des institutions doit être assuré, nous sommes prêts.
Un orateur contre ne pouvait pas se présenter parce qu'à l'unanimité, nous sommes tous d'accord pour la levée de leur immunité parlementaire. Ceci permettra aux deux députés de laver leur honneur devant le tribunal. Et vous savez que ce n'est pas un député de l'opposition qui est incriminé. C'est pour cette raison aussi que nous avons décidé de voter pour. C'est des Sénégalais comme nous tous. S'ils sont accusés, à eux de répondre de leur acte pour laver leur honneur. Et avant les cas Biaye et Sall, combien de députés ont connu pareil sort au Sénégal? Retour sur l'historique des levées d'immunité parlementaire avec le récit de Marcel Farbama. C'est en 1981 que la première levée d'immunité parlementaire d'un député a lieu au Sénégal. Soupçonné d'instruction dans les camps militaires de Mouammar Kadhafi, Doudou Camara sera ensuite inculpé pour atteinte à la sûreté de l'État avant d'être acquitté. Quelques mois plus tard, 1993, Joseph Ndong, directeur de publication du SOPI, journal du Parti démocratique sénégalais, verra son immunité parlementaire levée à la suite d'accusations de corruption. Âgé de 27 ans au moment de cette affaire, l'ancien secrétaire général de l'Union des jeunesses travaillistes libérales, UJTL, sera purement et simplement relaxé. 4 ans après la première alternance politique du Sénégal, l'on assiste à la première levée d'immunité parlementaire d'un député de la mouvance présidentielle. Al-Khali Cissé est soupçonné d'avoir escroqué un homme d'affaires saoudien. Il sera relaxé par la justice sénégalaise en 2010. C'est alors qu'il sera arrêté au Maroc en 2012 à la suite d'un mandat d'arrêt lancé à son encontre par l'Arabie Saoudite. Extradé en Arabie Saoudite en 2014, Al-Khali Cissé avait été transféré dans une prison de Jeddah selon ses avocats où il finira par rendre l'âme en septembre 2019. En 2013, les députés libéraux Oumar Sarr, Ousmane Gom et Abdoulaye Baldé, tous trois poursuivis dans le cadre de la traque des biens mal acquis, verront leur immunité parlementaire levée, même si au final, les affaires seront classées en l'état par la Cour de répression de l'enrichissement illicite. Dans l'affaire du meurtre de Ndiaga Diouf, Barthélémy Dias connaîtra le même sort en novembre 2016. Son procès en appel est d'ailleurs prévu demain, mercredi. Quant à Khalifa Sall, cité dans l'affaire de la caisse d'avance de la mairie de Dakar, son immunité parlementaire est levée en novembre 2017. Condamné à 5 ans de prison ferme et 5 millions d'amende pour escroquerie de deniers publics et faux en documents administratifs, l'ancien maire de Dakar sera gracié le 29 septembre 2019. Enfin, le 26 février 2021, la levée de l'immunité parlementaire d'Ousmane Sonko est effectuée à la suite d'accusations de viol et menaces de mort, un événement qui avait contribué aux émeutes de mars dernier et en fait 14 morts. Le patron de PASTEF sera ensuite placé sous contrôle judiciaire. Et depuis ce jour, les levées d'immunité parlementaire de Boubacar Biaye et Mamoudou Sall sont les premières du genre en provenance de la mouvance présidentielle Benno Bokk Yakaar. Les deux députés sont accusés de trafic de passeports diplomatiques. Merci Marcel. Et en politique, le secrétariat exécutif permanent de Benno Bokk Yakaar veut contrecarrer l'appel à la résistance de Barthélémy Diaz. Face à la presse, les membres du secrétariat ont fustigé les propos de l'opposant. Compte rendu Fat Bintou Conté et Diafaraba. C'est ce 10 novembre que Barthélémy Diaz devra répondre à la justice. Coïncidence ou pas, les membres de la coalition Benno Bokk Yakaar parlent d'affabulation de la part de ce dernier quand celui-ci estime que l'État l'empêche de se présenter aux élections locales à travers cette convocation. Cette convocation avait été déjà faite depuis le 7 juillet. On ne savait même pas que Barthélémy Diaz allait être encore candidat ou candidat même à la ville de Dakar. Donc c'est de l'affabulation de dire aujourd'hui que nous voulons empêcher la candidature de Barthélémy Diaz. Pour l'appel à la mobilisation lancé par le jeune leader est considéré comme de l'insurrection, les membres de Benno Bokk Yakaar lancent un message de paix à l'endroit des jeunes Sénégalais. Vous savez très bien que les jeunes ne vont pas aller suivre Barthélémy Diaz pour aller répondre à une convocation du tribunal. Parce que nous tous, nous rappelons de cette histoire-là. Et la famille de Ndiaga Diouf, qu'est-ce qu'on en fait? Je crois qu'il est bon que nous puissions faire le distinguo entre la posture politique et la posture vraiment juridique. En ce qui concerne les listes forcloses, Mongom estime qu'on accuse la coalition Benno Bokk Yakaar à tort. À qui la faute? Ce n'est pas donc à la coalition Benno Bokk Yakaar, mais je pense que c'est leur manque d'expérience, c'est des mains inexperts qui avaient donc en charge le dépôt de ces listes-là, pas autre chose. La coalition Benno Bokk Yakaar, à travers son secrétariat permanent, dans une démarche pacifique, appelle à la paix ce mercredi et demande à la justice de faire son travail comme il se doit.
La coalition Yahoo Askanui section Dakar s'est réunie cet après-midi pour apporter son soutien à son candidat à la mairie de Dakar, Barthélémy Diaz. Les leaders du département de Dakar restent convaincus que justice se fera ce 10 novembre. Porte-parole du jour, Aïda Niang avec notre reporter Aminata Mbarisso. L'objet de cette conférence de presse aujourd'hui, c'était de présenter nos candidats dans les différentes localités, dans les 19 communes, et en même temps faire montre de notre solidarité à notre candidat de la ville de Dakar, M. Barthélémy Diaz, qui est convoqué demain au niveau du tribunal. Et au-delà de ça, nous avons voulu aussi informer nos militants que demain est un jour de rassemblement et qu'il est important que nous puissions nous tous accompagner notre candidat au niveau du tribunal pour faire montre de solidarité et pour montrer que Barthélémy est et restera notre candidat pour la ville de Dakar. La résistance, je pense qu'il ne faut pas y aller dans un premier temps, dans le sens de penser que ce sera un combat. Quand on parle de résistance, c'est le fait que les militants de la base puissent venir, puissent faire montre de solidarité, puissent aussi faire passer un message, le fait de dire que nous n'accepterons pas que notre candidat puisse être jugé injustement. Et c'est ça véritablement la résistance. Le fait de pouvoir faire entendre à haute et intelligible voix la vérité et de dire que s'il y a une provocation aussi, nous ne nous laisserons pas faire. Donc nous ne sommes pas de prime abord dans une logique de confrontation. Nous sommes dans une logique de revendiquer ce qui nous est dû. C'est le fait d'aller accompagner notre candidat, c'est le fait d'être à côté de notre candidat et le fait de le soutenir à tout instant. Et je pense que c'est pour ça qu'il attend résistance. Et puis un mot de sport, l'équipe nationale du Sénégal a effectué sa deuxième séance d'entraînement à Lomé en vue de la rencontre face au Togo ce jeudi 11 novembre. Une vingtaine de lions ont pris part à la séance d'entraînement. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci infiniment de l'avoir suivi. L'info continue dans un instant dans Soir d'info. Restez avec nous, vous êtes au bon endroit. Bonne soirée.